Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons tout fait, mais nous avons véritablement avancé dans le cadre des actions qui sont prévues dans le RCPCA. Il faut comprendre également, même le montant qui a été annoncé à Bruxelles, aujourd'hui est revu à la hausse, pour la simple raison que les annonces de Bruxelles constituent une certaine dynamique. Vous comprendrez que les fonds arabes n'étaient pas comptabilisés dans les annonces de Bruxelles. Les annonces de Bruxelles sont les promesses de fonds que le gouvernement centrafricain réussit à lever lors de la conférence internationale sur le financement du plan de relèvement et de consolidation de la paix. Plus de 80 représentations diplomatiques et d'organismes internationaux offrent 2 283 millions de dollars, soit près de 1500 milliards de francs CFA. Cette annonce tient compte des besoins de développement et de relèvement du gouvernement centrafricain à hauteur de 2 25 millions de dollars. Elle englobe aussi plus de 235 millions de dollars pour les besoins de l'action humanitaire présentée par les organisations non gouvernementales œuvrant en Centrafrique. Le plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique et le cadre d'engagement mutuel sont les deux documents signés à Bruxelles. Ils constituent un cadre de référence et d'orientation pour toutes les interventions dans le but de faciliter la sortie de crise dans ce pays. Le principe est de mutualiser l'ensemble des aides de la communauté internationale aux efforts du gouvernement centrafricain. Un même panier pour tous les besoins communs. Répartis en 3 piliers, les efforts du RCPCA visent à soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation, à renouveler le contrat social entre l'État et la population, à assurer le relèvement économique et la relance des secteurs productifs. De nombreux partenaires, tous très enthousiastes, déferlent dans le pays. Absorbés par leur champ d'action et l'immensité des besoins du terrain, ils répondent de leur mieux aux préoccupations des populations démunies de tout. De ces actions tout azimut naissent des avancées sociales et des réalisations matérielles. Elles sont innombrables et disparates. Le caractère autonome des interventions de tous ces partenaires, mais aussi du fonctionnement du gouvernement centrafricain, laisse vite entrevoir la nécessité de renforcer les efforts de coordination des aides de la communauté internationale. De la décision de création d'un secrétariat permanent pour la mise en œuvre du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, au choix fin octobre 2017 du secrétaire général devant animer cet organisme sous tutelle du ministère du Plan, de l'Économie et de la Coopération, de la constitution d'un groupe de 15 collaborateurs à l'établissement d'un modèle de fonctionnement, puis à l'installation de toute l'équipe dans le siège provisoire du RCPCA en août 2018, de l'animation des ateliers de formation aux éditions des premiers rapports de mise en œuvre du RCPCA fin décembre 2018, enfin de la démission début janvier 2019 de M. Nicolas Nganze-Dougou, le premier secrétaire général au choix de son remplaçant le 7 juillet 2019, 2 années et demie se révèlent nécessaires pour que le secrétariat permanent du RCPCA commence à accomplir ses missions. Ma prise de fonction est suite à 2 faits majeurs. Le premier fait, c'est d'abord le départ, la démission du premier secrétaire général,
du secrétaire permanent de suivi du RCPCA et la signature de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en février 2019. Et donc, suite à ces deux faits majeurs, le comité directeur conjoint qui assure le pilotage du RCPCA et qui fonctionne comme le conseil d'administration a décidé de revoir l'organigramme du secrétariat et restructurer les missions du secrétariat permanent. Donc 5 grandes missions ont été assignées au secrétariat permanent du RCPCA. La première mission, c'est le déploiement de la base de données. La seconde, c'est l'appui aux structures sectorielles à travers les comités de coordination sectorielle. La troisième mission, c'était le suivi et évaluation. La quatrième, c'est la communication sur les réalisations dans le cadre du RCPCA. Et la cinquième mission, c'est le transfert de compétences. Le secrétaire général s'attelle à redynamiser son équipe. Il construit un plan d'action pluriannuel pour son organisme. Il élabore un programme de travail pour chacune de ses cellules. Il redéfinit les termes de référence pour chacun de ses experts. Tous ces efforts conduisent à l'édition du tableau de bord des résultats et des progrès du RCPCA. Ce document est une compilation des indicateurs financiers de la mise en œuvre du RCPCA. Il fait le point, année après année, sur la mobilisation des fonds selon les projets retenus, le décaissement des fonds selon l'état d'avancement des projets. Il décrit la répartition des projets sur l'ensemble du territoire centrafricain. Les contributions de chaque partenaire y apparaissent selon leur secteur d'activité. Le tableau de bord des résultats et des progrès du RCPCA concerne l'ensemble des financements des projets suivants. Les projets approuvés par certains partenaires techniques et financiers avant la conférence de Bruxelles, avec des décaissements avant et après Bruxelles. Les projets approuvés avant Bruxelles, mais gelés pour diverses raisons, puis réactivés après Bruxelles. Tous les projets résultant des ressources mobilisées lors de la conférence de Bruxelles. Et aussi tous les projets issus des conventions bilatérales, signées après Bruxelles, parfois par des représentations qui n'en étaient même pas. Sur la période de janvier 2017 à fin décembre 2020, le gouvernement centrafricain et ses partenaires techniques et financiers mobilisent en tout 4 727 millions de dollars pour la réalisation de 801 projets. Ils décaissent 3 206 millions de dollars, soit plus de 2103 milliards de francs CFA. 577 de ces projets sont en cours d'exécution. L'urgence était de résoudre les questions sociales. Alors, donc, quand je dis questions sociales, je dis question de l'éducation, la question de la santé, la question d'accessibilité à l'eau potable, la question de l'assainissement, mais éventuellement l'agriculture, parce qu'il faut lutter contre la malnutrition. Donc, voilà, toutes ces questions constituent donc des priorités pour des populations qui sortent d'une crise et qui sont des populations vulnérables. Alors donc vous comprendrez que toutes les interventions de nos partenaires, beaucoup vont dans ces différents secteurs-là. L'agriculture, santé, et là aujourd'hui, de plus en plus on parle du capital humain. Mais aussi, pour relancer l'économie, il faut penser aux infrastructures physiques, notamment les questions de routes, les questions d'électricité. Même s'il faudrait créer des emplois, il faut nécessairement passer à l'énergie. Et aussi la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, toutes ces questions constituent donc les besoins prioritaires de notre pays qui sont abordés dans le cadre du RCPCA. L'analyse des indicateurs financiers présentés par le secrétariat permanent du RCPCA montre des efforts manifestes de financement des projets dans le secteur social, celui de la sécurité, de la gouvernance et du rétablissement de l'état de droit. Si vous parlez, par exemple, de la sécurité, au sortir de la crise,
notre pays n'avait aucune armée, n'avait aucune force de sécurité intérieure. Vous voyez, il fallait beaucoup d'efforts pour élever le niveau, pour recruter les jeunes, pour les former, pour les équiper, étant donné que le pays était sous embargo. Il en est de même pour les forces de sécurité intérieure. Et sans la sécurité, quels que soient les investissements que nous devons faire, rien ne pouvait marcher. C'est pourquoi ça a tenu au cœur du gouvernement de relever le niveau de la sécurité. Peut-être c'est ça qui justifie le niveau élevé des interventions et des questionnements dans le domaine de la sécurité. Le niveau social. Quand nous parlons de social, de secteur social, nous parlons beaucoup plus de la santé, de l'éducation, de l'eau et l'assainissement. Et dans ce secteur social-là, il faut voir en termes de prise en charge des malades, en termes d'investissement dans le domaine des infrastructures sociales. Les infrastructures sociales concernent les hôpitaux. Vous prenez par exemple l'hémodialyse qui est là. Des autres, si vous allez à l'intérieur du pays, vous verrez qu'il y a des centres de santé qui sont construits. Il y a des écoles qui sont construites. Lorsque vous allez aujourd'hui au niveau de lycée technique, vous voyez quelques immeubles qui sont construits. Vous allez au lycée technique féminin, vous verrez quelques immeubles qui sont construits. Vous allez à Sibut, vous allez trouver que le lycée de Sibut a été construit en étage. Vous voyez, c'est autant des infrastructures comme ça dans le domaine social qui ont été construits, qui ont élevé le niveau des décaissements. Dans le secteur social figure aussi l'action humanitaire. Mise en œuvre dès la période de la transition politique par les ONG, les interventions de première nécessité se densifient à la faveur des annonces de Bruxelles. Les ONG se déploient partout sur le territoire, même dans les zones hors contrôle du gouvernement. Elles apportent des toits de fortune, de la nourriture et l'accès aux premiers soins de santé à des populations meurtries dans leur chair. La non-pérennité de ces interventions sociales n'empêche en rien le mérite d'avoir permis aux populations bénéficiaires de se reconstruire. C'est le cas du projet d'appui aux communautés affectées par le déplacement conduit par le ministère de l'Action humanitaire et de la Réconciliation. Le PACAD est un projet de 28 millions de dollars financé par la Banque mondiale. Dans sa composante sécurité sociale, il permet de verser des subsides de 25 000 francs CFA par trimestre à plus de 20 000 ménages répartis dans 5 villes du pays pendant 24 mois. Donc, avec le volet protection sociale, nous avons appuyé plusieurs familles touchées par le déplacement ou encore les familles d'accueil dans 4 grandes villes, Bambari, Pawa, Bangassou et Kakabandoro. Et ce projet nous a permis de prendre en charge plus de 20 000 ménages et compte tenu de la meilleure appropriation du ministère de ce projet, surtout la façon dont nous avons géré le volet protection sociale et nous avons respecté aussi le programme mis en place avec la Banque mondiale. Nous avons pu travailler sur une 5e ville qui est la ville de Berberati. Ce projet a permis à la population à la base d'aller vers la résilience, les personnes retournées d'aller vers aussi un relèvement. La réussite de ce projet nous a permis d'avoir un financement additif avec la Banque mondiale qui va prendre en compte 15 000 ménages. Dans le cadre de Covid et les personnes affectées par les inondations de 2019.
Le troisième pilier du RCPCA, à savoir le relèvement économique et la relance des secteurs productifs, affiche les plus mauvais taux de décaissement selon les indicateurs financiers. Les projets d'infrastructure ont une longue durée d'exécution de nature. Dans le cas de la République centrafricaine, la situation de crise sécuritaire rallonge les délais des travaux. Toutefois, ce pilier commence à enregistrer la livraison de grands chantiers. Les 58 km du tronçon Baoro-Boire montrent la dynamique de changement que peuvent apporter les projets de réhabilitation des corridors de désenclavement intérieur. C'est une route bitumée de 2 voies comprenant 2 œuvres d'art majeures. Un pont de 40 mètres de longueur sur la Lobaye, juste à la sortie de Boire, et un autre de 80 mètres sur le cours d'eau nommé Ouin. « 44 ouvrages hydrauliques ajoutent à la beauté de cette route, dont 20 majeurs d'une portée allant de 10 à 20 mètres, comme ici à la sortie de la ville de Baoro. Ce tronçon se dote aussi de parkings et d'aires de stationnement. Le coût initial du projet, hors douane, est d'environ 38,338 milliards de francs CFA. C'est un financement de la Banque mondiale exécuté par la société Sogea Satom. Le ministre du Développement, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques est sous tension. La population s'impatiente de l'incurie des distributions d'électricité et d'eau potable. Une baisse des provisions d'hydrocarbures rajoute sa dose d'exaspération en cette fin de saison sèche. Pourtant, un bon nombre de projets arrivent dans leur phase finale. Le directeur général de l'ENERCA, lors de cette visite hebdomadaire de travail, tient à montrer qu'il touche au but. La visite commence au centre de transformation de Gobongo. C'est dans le cadre du suivi des travaux d'exécution du projet financé par la Banque africaine de développement. Comme vous l'avez vu, c'est un projet qui a plusieurs composantes. C'est ainsi que nous avons déjà démarré par la partie transport qui est à Bangui au niveau de Gobongo. Nous étions arrivés à Bogura qui sera un poste intermédiaire qui nous permettra d'alimenter tous les villages entre le PK26 et Mardoché à l'entrée de Boali. Et nous avons fait un tour à Boali 1 pour voir un peu comment on peut le nouveau poste qui est en train d'être réalisé là-bas, et nous finissons à Boali 2 avec la centrale hydroélectrique. Donc c'est un programme hebdomadaire de suivi des travaux où avec l'ingénieur conseil et les différentes entreprises, nous venons sur le terrain pour constater l'état d'avancement effectif des activités et toucher du doigt les différents problèmes que les entreprises rencontrent. Ça nous permet de faire le point, de voir quelle autre méthode ou stratégie ou recommandation nous pouvons faire aux entreprises pour nous permettre d'accélérer les travaux. Tous ces travaux devaient être bouclés en 2020 ou plus tard en novembre-décembre 2020. Mais vous voyez, avec tout ce qu'on a connu comme perturbation, on a été obligé d'arrêter les travaux à un certain moment. Il y a eu des retards enregistrés dans l'acheminement du matériel du fait de la pandémie qui a sévi, la Covid-19, et tout cela a perturbé un peu la mise en œuvre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une reprogrammation qui tient compte des arrivées. On a beaucoup de conteneurs, par exemple, qui étaient arrivés à Douala en décembre et qui n'ont commencé à arriver sur le territoire national à partir de la semaine dernière. Donc tous ces éléments font que nous allons accuser des retards qui vont varier suivant les activités de 3 à 8 mois de retard que nous allons accuser sur la base de la prise en compte de ces cas de force majeure que nous avons évoqués. Les forces majeures en question impactent gravement les efforts de relèvement de la République centrafricaine. Une visite des chantiers estampillés RCPCA sur les axes Bangui-Boire et Bangui-Berengo en fait l'amer constat ce mois d'avril. Les centres de la jeunesse pionnière nationale sont soit à l'arrêt, soit transformés pour l'occasion en base militaire de fortune.
Le marché à bétail livré récemment vit au ralenti sa reprise d'activité. Les centres hospitaliers attendent le retour des entrepreneurs pour ouvrir les portes aux patients toujours plus nombreux. La gare routière d'une plateforme de trafic transfrontalier berce ses pavés en attendant le renforcement de ses quais et de ses aires de stationnement. Les accotements de ces belles œuvres d'art et les bas-côtés des chaussées souffrent déjà de l'érosion du fait de l'abandon des travaux de finition. 75 hectares de terre destinés à la culture du maïs lorgnent désespérément vers un regain d'activité, comme la saison dernière où 12 coopératives bêchaient à cœur joie. Une équipe d'agents de douane fin prêt, des infrastructures économiques prêtes à être inaugurées, un dispositif de sécurité déjà opérationnel, mais le trafic de marchandises peine à retrouver son flux. Que dire des autres zones plus touchées et malheureusement pas encore accessibles pour tous, comme au lendemain des accords politiques de paix et de réconciliation ? Au secrétariat permanent du RCPCA, la notion de coordination sectorielle dans les starting blocks s'impatiente à s'élancer. Cette notion prône une meilleure organisation pour une meilleure efficacité autour des objectifs communs à un secteur d'activité. C'est l'idée de travailler ensemble d'une meilleure façon. Il faut tout d'abord avoir des objectifs communs. C'est pour ça qu'on commence tout d'abord par travailler sur les politiques et les stratégies sectorielles qui sont un petit peu les guides pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur. Et on a remarqué, en commençant à travailler avec le RCPCA, que beaucoup de secteurs avaient soit pas de politique, de stratégie sur lesquelles s'aligner, soit trop de documents qui n'avaient pas une cohérence. Donc, je dirais la première chose pour bien coordonner, c'est d'avoir des objectifs communs qui sont définis dans ces politiques stratégies. Donc, beaucoup d'efforts ont été faits par l'ensemble des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux pour avancer là-dessus. Au-delà de la politique stratégie qui va guider les gens, il faut des outils, différents outils. Bon, vous savez par exemple que dans le cadre de la CEMAC, il est essentiel pour un gouvernement de mettre en place maintenant des budgets programmes qui permettent de mettre en cohérence et de montrer la cohérence des différents programmes et des différents projets dans cet alignement sur des politiques et stratégies nationales. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui demande à la fois de la formation, donc il y a beaucoup de formation à faire. Avec différents soutiens, nous avons mis en place un guide de politique sectorielle qui nous permet de travailler avec les partis pour leur montrer un petit peu la voie à suivre. Donc il y a beaucoup de travail de formation, améliorer les compétences et surtout amener les partenaires ensemble, parce que la plupart du temps, ils ne se parlent pas. Le deuxième outil, c'est une base de données qui rassemble toutes les informations des différentes interventions de ces partenaires du gouvernement. Il est très fréquent que quand vous arrivez dans une préfecture, les gens vous disent on voit des voitures passer, on voit des sigles qui passent, mais on ne sait pas qui travaille pour nous. Quand vous arrivez dans un ministère, on arrive même au plus haut niveau du ministère de rencontrer des gens qui vous disent mais je ne suis pas au courant de ce partenaire, qu'est-ce qu'il fait dans le pays. Donc nous travaillons aussi sur des outils de partage de l'information. La notion de coordination sectorielle privilégie l'approche de programme. Elle se fonde sur la transparence. Par contre, celle de projet parcellise. Elle favorise une culture d'opacité ou de rétention d'informations. La crainte de perdre une partie de souveraineté ne doit pas dépasser l'envie de réaliser plus grand ou plus utile au profit des populations. Au niveau du département, on a travaillé sur le document de la coordination et je pense qu'on avait déjà on a déjà réglé tout ça, le Premier ministre a déjà signé le papier. Bon, maintenant, il faut que tous les acteurs du secteur agricole puissent accepter qu'on puisse s'asseoir pour voir les détails, tout ça. Il y a un égoïsme dans le travail, chaque bailleur de fonds veut faire ce qu'il veut. Même s'il parle de coordination, il faut coordination, mais quand il faut s'asseoir pour voir ce qu'il faut faire, parce que quand on va s'asseoir, ce n'est pas à 100% ce que tu veux que tu vas faire.
tu seras obligé de tenir compte de l'autre, modifier un peu ce que tu dois faire. Et généralement, les partenaires, ils n'aiment pas ça. Aujourd'hui, si au sein des comités de coordination sectorielle, on discute sérieusement, eh bien, ça peut permettre à ce qu'on puisse savoir comment orienter les investissements, les projets. Pour ne pas que, par exemple, un partenaire technique et financier élabore un projet et choisisse lui-même la zone dans laquelle il doit aller investir. Alors que si on est tous autour d'une table, on peut faire une répartition harmonieuse et équitable pour la satisfaction de la population. Voilà pourquoi nous privilégions beaucoup plus le bon fonctionnement des comités de coordination sectorielle qui va permettre de résoudre pas mal de problèmes qui ont, disons, empêché la bonne mise en œuvre du RCPCA. Une meilleure coordination sectorielle permettra par exemple que le centre de santé rural de Berengo, réhabilité par une ONG dont la mission est terminée, puisse disposer de personnel qualifié afin de soigner la dizaine de patients qui sollicitent des soins de première nécessité chaque jour. Des soins dispensés jusqu'en avril 2021 par une aide accoucheuse grâce aux médicaments fournis par une autre ONG. Tout comme elle permettra également à un ressortissant de la jeunesse pionnière nationale d'accéder à un programme d'appui pour l'installation de son activité agricole ou pastorale. Ou encore des ressortissants de l'école des métiers d'art qui s'orienteront naturellement vers les dispositifs d'accompagnement du CAPMEA. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Avoir la possibilité de changer sa vie parce que l'aide apportée par la communauté internationale est bien mise en œuvre par le gouvernement centrafricain. Ce résultat porte le nom de l'appropriation. Vous savez, nous étions tombés très très bas. Aujourd'hui, n'eût été les questions de groupes armés, nous serions déjà très 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 loin. Et là, quand vous voyez les réalisations qui sont faites, vous vous rendrez à l'évidence que nous avons fait beaucoup de choses, mais il ne faut pas dire que nous avons tout fait. Il reste encore beaucoup à faire. Et nous devons continuer, redoubler des efforts, nous inscrire dans la dynamique du rattrapage, parce que nous avons perdu du temps. Aujourd'hui, le Centrafricain a besoin de voir son environnement transformé. Mais aujourd'hui, il faut des gens qui acceptent travailler ensemble, qui acceptent confronter les idées, qui acceptent avancer ensemble. Ce n'est qu'à ce prix que nous pouvons très rapidement transformer notre pays selon la vision du professeur Fossé Ankach-Fadel.